Au sommaire de ce journal, Conseil des ministres de ce mercredi, on a parlé de justice et des magistratures, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'assurance donnée par le gouvernement au sujet des 5 décrets pris en ce qui concerne les examens et concours scolaires. Des décrets, vous le savez, qui avaient provoqué lundi et mardi la colère des élèves avec plusieurs manifestations dans les rues de Ouagadougou. Le gouvernement assure que la valeur des diplômes concernés ne sera pas remise en cause. Désormais, membre à part entière de l'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle, Zéphirin Diabré et ses camarades entendent traduire en actes concrets leur engagement auprès du parti au pouvoir. Hier, ils ont eu une rencontre officielle avec le MPP, une visite de courtoisie et de travail qui a permis aux 2 nouveaux alliés de consolider davantage leur alliance au sein de la majorité présidentielle et de jeter les bases de leur collaboration qu'ils souhaitent fructueuse. Et puis, sport, football, éliminatoire, Cannes en 2021. Eh bien, les 33 commandos pour le dernier virage sont connus. À noter le retour du gardien Hervé Kofi. Nous vous donnerons tous les détails dans ce journal. Voilà pour les titres de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État s'est rendu en Côte d'Ivoire ce 17 mars. Roch-Marc Christian Kaboré a assisté à la cérémonie d'hommage national rendue au défunt Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Vous le voyez sur les images. Le président du Faso a été accueilli par Patrick Haché, le Premier ministre intérimaire de la Côte d'Ivoire, avant de se rendre au palais présidentiel où s'est déroulée la cérémonie en présence de Alassane Ouattara et de plusieurs autres délégations venues des pays de la sous-région. Il faut rappeler que Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars dernier en Allemagne des suites d'un cancer. Il sera inhumé ce vendredi à Séguéla, dans son village au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, Roch-Marc Christian Kaboré à Abidjan, le gouvernement, Conseil des ministres à Ouagadougou, magistrature et justice étaient au centre de l'exercice. L'occasion pour le gouvernement d'évoquer les 5 décrets sur les examens et concours scolaires qui ont provoqué, vous le savez, la colère des élèves lundi et mardi. Interrogé sur le sujet, le porte-parole du gouvernement a tenu à rassurer les acteurs de l'éducation nationale sur la qualité et la validité des diplômes concernés. Abdoulaziz Assari. Les élèves en classe de terminale qui pensent que désormais le bac ne donne pas accès à l'université peuvent avoir le sommeil tranquille. Selon le gouvernement, les réformes des examens et concours scolaires annoncées ne changeront ni la nature ni la portée de ce premier diplôme universitaire. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé ce mercredi au cours du traditionnel Conseil des ministres. Le Conseil a pu aussi s'informer que c'est une option d'organisation qui existe au Mali, qui existe en Côte d'Ivoire, qui existe au Bénin. Donc il s'agit simplement de questions organisationnelles. On aurait pu faire l'hypothèse que les 2 ministères auraient été un. Par exemple, le problème ne se serait pas du tout posé. C'est parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a 2 entités et que l'organisation du bac quitterait telle entité pour se retrouver à telle autre. Mais ce n'est pas aussi... Ce n'est pas une caricature, mais c'est pour dire juste que c'est une réforme administrative qui ne va pas impacter la qualité du bac, qui ne va pas jouer sur l'accès des bacheliers à l'université, que ce soit à l'université, dans les universités du Burkina Faso ou les universités à l'étranger. Selon le porte-parole du gouvernement, l'examen du baccalauréat 2021 va se dérouler comme les années précédentes. L'autre décision importante prise par l'exécutif est relative au renouvellement des membres du tribunal militaire de Ouagadougou. Des nouveaux juges et magistrats sont nommés au titre de l'année judiciaire 2020-2021. C'est en application d'une loi, la loi numéro 2494 du 24 mai 1994. Et ensemble, ces modificatifs intervenus d'une part en 1998 et d'autre part en 2017, le Conseil donc a adopté un décret portant renouvellement des membres du tribunal militaire, comme je le disais tantôt. Il nomme donc des magistrats de siège, des magistrats du parquet, des juges assesseurs et un juge chargé de l'application des peines au tribunal militaire de Ouagadougou. Au titre du ministère de la Justice, 3 décrets sont adoptés par le Conseil.
Ces décrets portent nomination des personnels de la sécurité pénitentiaire au grade d'inspecteur de sécurité pénitentiaire. Alors, à l'issue donc de cette adoption, le Conseil régularise ainsi la situation de 3 inspecteurs de sécurité pénitentiaire divisionnaires, 35 inspecteurs de sécurité pénitentiaire principale et 68 inspecteurs de sécurité pénitentiaire. Donc, voient leur situation donc régularisée. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de louer 6 bâtiments administratifs au profit de l'administration publique et de 3 autres au profit d'organismes régionaux et internationaux. Entre le NPP et l'UPC, on est passé de l'adversité à l'alliance. Les 2 formations politiques regardent désormais dans la même direction au sein de la majorité présidentielle. Et pour jeter les bases de ce nouveau ménage, Zéphirin Diabré et Simon Compaoré se sont rencontrés hier en fin d'après-midi. Le compte rendu de Roméo Koïta. La délégation de l'UPC conduite par Zéphirin Diabré d'un côté et de l'autre, celle du MPP emmenée par Simon Compaoré. Il y a peu, lorsque ces 2 partis se rencontraient, c'était généralement dans le cadre du dialogue politique majorité-opposition. Mais depuis 2 mois, la donne a changé. UPC et MPP regardent désormais dans la même direction sur les grands sujets de la majorité présidentielle. Qui l'eût cru? C'est pour dire qu'en politique, tout est possible. Nous avons eu des aventures diverses et voilà qu'on se retrouve pour cheminer ensemble, pour conjuguer nos efforts, nos intelligences, les mettre ensemble au service de la patrie. C'est aussi cela la politique. Les adversaires d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui, dit-on. D'ailleurs, pour le président de l'UPC, actuellement ministre de la Réconciliation nationale, il s'agit plutôt de retrouvailles entre anciens amis. Nous avons cheminé ensemble à l'ODPMT, ensuite qui est devenu CDP. Après, nous nous sommes séparés parce que moi, je suis parti, créer un parti qui s'appelle l'UPC. Et nous avons commencé à nous combattre. Mais vous êtes témoin qu'en 2014, eux aussi ont quitté leur maison. Et nous nous sommes retrouvés sur les frontons de l'insurrection pour faire barrage à ce que vous savez. Nous avons ensemble mené un combat qui s'est trouvé victorieux en empêchant la mise en application de la modification de l'article 37 et en créant une nouvelle situation politique pour le Burkina Faso. Il se trouve que pour diverses raisons, nos chemins se sont encore séparés à ce moment-là. Mais donc nos chemins se sont retrouvés aujourd'hui. Cette première rencontre officielle entre les 2 partis vise à consolider davantage cette nouvelle alliance tout en jetant les bases d'une collaboration que tous souhaitent fructueuse. Sans rentrer dans les détails, Simon Compaoré a affirmé que son homologue de l'UPC leur a brièvement fait le point sur les actions entreprises dans le cadre de sa mission de réconcilier les Burkinabés. Avant ce tête-à-tête avec les premiers responsables du parti au pouvoir, Zéphirin Diabré a un peu plus tôt rencontré la PMP, l'alliance des partis membres de la majorité présidentielle. D'abord, ils ont eu une très bonne écoute, et ce que je souhaitais. Ensuite, ils ont, à travers leurs diverses interventions, apporté des contributions très intéressantes et éminentes, qui vont enrichir donc la réflexion et sans aucun doute faire en sorte que la feuille de route qui soit tracée là soit beaucoup plus consistante que ce qu'elle aurait pu être. À l'issue des élections générales de novembre 2020, la majorité présidentielle s'est davantage renforcée, tant au niveau du nombre de députés à l'Assemblée nationale que du nombre de partis adhérents. La PMP compte à ce jour 82 partis et formations politiques contre 32 pour l'opposition. Et tous ces partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, se préparent pour les élections municipales à venir. Quelle sera la place des femmes sur les listes des candidatures? Comment vont-elles battre campagne? La question intéresse fortement le PNUD et le NDI, tous 2 initiateurs d'un projet d'appui aux processus électoraux au Burkina Faso, notamment destiné à former les femmes candidates. Plusieurs d'entre elles, il faut le dire, ont été bénéficiaires de ce programme pour la présidentielle et les législatives passées. Pour quel bilan? Élément de réponse, Archimède Boy. 269 femmes candidates aux dernières législatives ont bénéficié en octobre 2020 de sessions de formation du PNUD et du NDI, National Democratic Institute. Des formations axées sur le leadership politique et des compétences en matière de campagne électorale.
une initiative entrant dans le cadre du projet d'appui aux processus électoraux 2019-2021 du Burkina Faso. Ce 16 mars à Ouagadougou, elle se retrouve à cet atelier pour dresser le bilan de l'impact de ce coaching sur leurs activités politiques. En participant à cette formation, nous avons pu nous organiser au sein du parti et pour faire des plaidoyers à l'endroit de nos premiers responsables. Et cela nous a permis vraiment d'avoir un positionnement intéressant pour certaines femmes. Ces formations ont eu pour avantage d'accroître la participation des femmes aux joutes électorales, selon les organisateurs. Mais de 2015 à 2020, le taux de femmes sur les 127 députés est passé de 11,2% à 15%. Une faible progression qui ne décourage pas pour autant le NDI. Je ne suis pas déçue parce que c'est un travail de longue haleine. Si vous regardez comment ça se passe dans le monde, les choses progressent tout doucement, mais il faut évidemment une forte volonté politique. Et ces ateliers que nous tenons actuellement permettront de donner encore plus de pistes. Mais je dois dire que les 13 femmes qui ont été élues aux dernières élections, elles seront environ 13 à peu près. Cette année également, 13 ou 15 à peu près. C'est une progression d'une manière ou d'une autre, parce qu'à notre avis, le nombre de candidats qui augmente régulièrement depuis 2012 montre qu'il y a des capacités encore plus renforcées des femmes dans les partis politiques. Malgré ce faible taux de femmes au Parlement, le PNUD, lui, reste disponible à accompagner le projet. Bien sûr, le PNUD va continuer de soutenir. Vous savez, le PNUD, c'est une structure des Nations Unies dont le rôle est d'accompagner les États dans leurs efforts vers le développement humain durable. Un développement qui permet de donner des opportunités de chance égales à la femme et l'homme. Les conclusions de cette rencontre serviront à proposer de meilleures stratégies pour les formations des candidates aux prochaines élections municipales. Leur rôle est d'une importance capitale dans les politiques de développement du Burkina. La Direction générale des études statistiques sectorielles occupe une place centrale au sein du ministère de l'économie, des finances et du développement, ce qui explique sans doute ces rencontres régulières entre le ministre de l'économie et ses directeurs généraux. La première de 2021 s'est tenue il y a quelques jours. Justin Amonto. C'est la première concertation de l'année 2021 entre le ministère de l'économie, des finances et du développement et les directeurs généraux des études et statistiques sectorielles. Objectif, travailler à un meilleur renforcement des capacités de ces acteurs de développement. Ils sont en charge donc de la formulation des politiques, ils sont en charge du suivi et ils sont en charge aussi de la mutualisation des résultats des données pour que nous puissions ensemble produire l'information concernant donc notre développement. Voilà pourquoi il était de bon ton qu'au niveau donc de la structure qui fédère l'ensemble donc de ces directions-là, notamment la DGEP, nous puissions donc avoir une rencontre de bilan pour voir quelles sont les difficultés que les DGES traversent actuellement, quels sont leurs besoins de renforcement de capacité et surtout quelles sont les missions que nous devons en tout cas regarder pour que ce soit arrimé aux nouvelles orientations du gouvernement en matière donc de planification de développement et de prospective. Un plan de renforcement des capacités est en cours pour permettre à ces responsables de mener à bien leur mission. Selon ces acteurs, il est nécessaire de prendre en compte certains paramètres importants pour les DGES. C'est l'assistance technique pour nous informer de comment il faut faire, comment il faut contourner certaines difficultés. Deuxièmement, il y a bien sûr les problèmes matériels et logistiques. Ces outils et instruments devraient garantir que nous puissions assurer une planification efficace du développement au niveau national. Et c'est la volonté affichée donc par les premières autorités que nous traduisons en actes aujourd'hui à travers donc cette rencontre. Au cours de la rencontre, un accent particulier a été mis sur la loi portant pilotage des gestions du développement et de ses décrets d'application. En rappel, le ministère de l'économie, des finances et du développement avait doté les DGES de matériel composé d'une vingtaine de véhicules pick-up et des ordinateurs pour faciliter l'exercice de leurs fonctions. Formation à présent, l'Institut supérieur de technologie poursuit ses efforts en termes d'infrastructures. Le site du quartier Wayalgen dispose désormais d'un laboratoire de génie civil, de quoi permettre aux étudiants d'être mieux formés. Sandrine Zougouri.
Le campus Wayalguin de l'IST, l'Institut supérieur de technologie, est doté désormais d'un laboratoire de génie civil. D'un coût de près de 60 millions de francs CFA, ce laboratoire est équipé de matériel de caractérisation des matériaux, permettant d'étudier les propriétés mécaniques des matériaux, de matériel d'étude, de formulation de béton, de contrôle, d'essais de compactage et de topographie. Ce laboratoire finit les multiples déplacements avec d'autres centres pour effectuer les travaux pratiques. Fini les emprunts d'équipement qu'il fallait ramener vite fait aussitôt les TP terminés. Désormais, nous avons à notre disposition des équipements sur lesquels nous pourrons nous exercer à satiété. Constant de sa vision et fidèle à sa devise, l'Institut supérieur de technologie, Campus Wayalguin, ne cesse d'élever le niveau de vie et d'excellence de ses étudiants. Et pour cela, nous lui en sommes reconnaissants. Le campus IST Wayalguin vient de loin. De 196 étudiants en 1996, l'Institut est fort aujourd'hui de 1410 étudiants, faisant de ce campus le plus grand des 6 que compte Ouagadougou. Nous avons décidé de mettre l'accent sur l'acquisition d'équipements pour les travaux pratiques. L'objectif est de rapprocher les équipements des étudiants afin d'éviter qu'ils soient obligés de se déplacer pour faire leurs travaux pratiques ailleurs. De ce fait, ils pourront mieux renforcer leurs compétences parce qu'ils ont l'équipement à leur disposition et donc ils peuvent s'exercer à tout moment et les profs peuvent mettre en application certains concepts sans tarder. La filière génie civil a moins de 5 ans d'existence. Afin de lui permettre d'être à la hauteur de ses ambitions, le fondateur a encore cassé la tirelire. Issa Compaoré demande aux entreprises BTP de donner seulement leur profil et l'IST formera. Et la vision de l'IST est d'être une université reconnue et respectée en Afrique, apprenante qui offre à ses étudiants, aux entreprises, à ses employés, à ses actionnaires, un cadre de travail agréable, ouvert, diversifié, axé sur la réussite de tous et le service à la communauté. Après 20 ans d'existence, je le disais, l'IST est aujourd'hui l'un des plus grands instituts d'enseignement supérieur du Burkina en termes d'effectifs, du nombre de diplômes reconnus par le CAMES. L'inauguration du laboratoire de génie civil du campus IST de Wayalguin entre dans le cadre des 3e journées portes ouvertes de l'Institut. Plusieurs autres laboratoires ont pu s'ouvrir dans les autres campus et à celui de Wayalguin. L'IST, c'est de nos jours 4000 étudiants, faisant de lui l'un des plus grands instituts du Burkina Faso en 20 années d'existence. Bientôt, le Burkina Faso disposera de ses premiers étudiants diplômés en management, achat et supply chain. Cette nouvelle filière vient d'être lancée ce 16 mars à Ouagadougou sous la houlette de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, un projet qui a vu le jour notamment grâce à l'apport de personnalités du monde managérial. Archimède Boy. On essaie d'amener ce qui se fait de mieux chez nous, l'excellence pour... Bernard Vidal est le président du club Afrique Occitanie. Il est à l'origine de l'introduction de la toute nouvelle filière de formation au Burkina Faso, le master spécialisé de manager achat et supply chain, une spécialité visant à outiller des jeunes burkinabés en matière de compétences logistiques. Ce 16 mars à Ouagadougou, c'est le lancement officiel de cette filière. Toutes nos espérances sont comblées puisqu'on espérait atteindre 18, 19 apprenants. On est à 31. Il y aura peut-être quelques défections, mais enfin, le contrat est rempli sur ce point-là. Ce projet est porté par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso à travers sa direction de la formation professionnelle. Pour elle, la supply chain, qui veut dire logistique, n'est pas à confondre avec la filière transport logistique. Et c'est à travers nos échanges avec le monde, les acteurs de ce domaine-là, que nous avons compris la nécessité de mettre à leur disposition des compétences qui répondent à leurs besoins. Donc ce n'est pas un master en plus, c'est un master qui se distingue de ce qui se fait actuellement sur le marché et de l'enseignement au Burkina Faso. Donc, comme le responsable pédagogique l'a dit, ce n'est pas un master en transport et logistique, c'est un master
supply chain et achat, qui prend en compte le transport, la logistique et tout ce qu'il y a comme disposition stratégie pour acheter moins cher, pour s'approvisionner moins cher et efficacement. Les diplômés de cette formation achat et supply chain s'insèrent aussi bien dans l'industrie, les services, les métiers des achats que dans ceux de la logistique, indiquent les initiateurs. Dans la région du Centre-Sud, la célébration en différé du 8 mars a été l'occasion pour l'ONG TRUAID de faire le bilan de ses actions au sein des ménages dans sa politique d'autonomisation des femmes, notamment dans le secteur de la production et de l'exploitation des produits ligneux et non ligneux. Alexis Belem-Naba. Weokopani, c'est le projet de gouvernance locale et gestion des ressources forestières 2019-2024 de l'ONG TRUAID. Ce projet consiste à soutenir les femmes dans l'exploitation, la production et la transformation des produits ligneux et des produits non ligneux pour leur indépendance financière. En marge de la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme, l'occasion est donnée de faire un état des lieux de la contribution des actions de l'ONG TRUAID et ses partenaires à l'autonomisation économique des femmes et au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein des ménages dans la région du Centre-Sud. Elles ont été accompagnées avec des équipements pour améliorer la transformation de ces produits. Elles ont été accompagnées dans la recherche des marchés pour mieux commercialiser des produits qui répondent en tout cas aux normes de commercialisation. Voilà. Elles ont été accompagnées en termes de promotion de leadership, voilà, et d'employement pour qu'elles puissent vraiment s'ouvrir au monde extérieur, voilà, pour pouvoir s'autonomiser et pour pouvoir améliorer et créer des revenus pour l'amélioration des conditions de vie des ménages. Le projet a permis l'épanouissement des femmes dans les zones d'intervention de TRUAID. Donc pour dire que si ce projet n'existait pas, il fallait le créer. Parce que c'est un projet qui est adapté aux communautés locales. TRUAID, à travers ce projet Weopani, vraiment veut que nous tirons tout le potentiel de l'arbre pour améliorer nos conditions de vie. Et s'il y a à faire, à recommencer, vraiment, c'est vraiment très bien parce que ça permet aux gens de partager leurs connaissances. Les autorités locales saluent cette action de cette organisation non gouvernementale au profit des femmes. Vous savez que notre région est une région forestière, on dirait on a beaucoup de forêts, donc on a beaucoup de produits forestiers non ligneux et qui attendent d'être transformés par les femmes pour booster leur développement économique. Et je sais que cette journée de réflexion viendra améliorer l'intervention de TRUAID et surtout aussi la capacité à se développer de ces braves dames de la région du Centre-Sud. Et la collaboration que nous avons avec TRUAID va dans ce sens. Vous savez que le gouvernement, bon, je ne peux pas dire qu'on est limité, mais on ne peut pas aller partout. Mais les ONG, ils couvrent tous les territoires nationaux. Et là où le gouvernement ne peut pas arriver, ils sont là pour accompagner les femmes rurales. Et nous, en tout cas, dans ce sens, on ne peut qu'être là pour les soutenir, les encourager et surtout réaffirmer notre disponibilité à encore dynamiser cette collaboration. L'ONG TRUAID s'investit dans plusieurs pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Ghana et l'Éthiopie. Elle permet l'accroissement, l'accès et le contrôle des femmes aux ressources, ainsi que leur participation dans les sphères de prise de décision à travers sa vision et mission mise en œuvre par ses différents projets et programmes. Et on termine ce journal en ouvrant notre page sport football éliminatoire Cannes 2021. On entame la dernière ligne droite pour ces deux derniers matchs contre l'Ouganda puis le Soudan du Sud. Kamou Malo a dévoilé la liste des 33 joueurs convoqués. Il faut noter le retour du gardien Hervé Kofi, absent depuis plusieurs mois. John William Somda. Le Burkina Faso affûte ses armes à 2 journées de la fin des éliminatoires de la CAN 2021. Leader de son groupe, le 11 national, entamera cette dernière ligne droite en Ouganda le 24 mars avant de recevoir le Soudan du Sud le 29. Pour ces deux sorties ô combien importantissimes pour la qualification, Kamou Malo, le sélectionneur des étalons, a retenu 33 joueurs. Une liste élargie à laquelle il faut ajouter les retours de Hervé Kwaku Kofi, absent depuis le début des éliminatoires, et de Patrick Malo.
Pour ces deux sorties, le sélectionneur bénéficiera de tous ses cadres. Quoi de plus logique que de prétendre à un bon résultat à Kampala? Alors, nous sommes toujours dans une certaine logique. Nous respectons notre adversaire. Et vous avez vu que c'est un adversaire, direct, j'allais dire, qui vient juste après nous, qui nous a tenu en échec ici sur nos propres installations. Donc, nous savons que nous avons affaire à un sacré client. Alors, donc, pour nous, déjà, il faut être réaliste. C'est en tout cas de chercher un minimum de résultats. Alors, ce minimum de résultats, ça pourrait être un nul, si vous voulez, et pourquoi pas la victoire. 7 locaux, dont Baba Youri Sawadogo du RCK, Farid Wedrogo de l'USFA, Ben Idriss Traoré de l'AS Sonabel, Mohamed Lamine Ouattara de l'AS Sonabel, Herman Nikema de Salitas, Ismaïla Wedrogo de l'AS Douane et Sami Yen de Salitas font partie de cette liste. Il faudra remonter à une vingtaine d'années pour trouver la trace d'autant de locaux en équipe Fanion. Si ce n'est pour faire le nombre, c'est certainement pour leur faire entrevoir les exigences de la sélection en attendant le futur. C'est les deux à la fois. Voilà, parce que déjà, quand on convoque un joueur en équipe nationale, bien sûr qu'il y a un plan derrière. Le plan derrière, c'est quoi? C'est que le joueur arrive non seulement à s'intégrer au groupe, et en tout cas pour s'installer durablement. Voilà. Et l'autre, c'est compte tenu aussi, vous savez, que d'habitude nous prenons juste 23-26 joueurs. Cette fois-ci, nous sommes à 33 joueurs. C'est normal, il y a beaucoup de gens qui tapent à la porte. Donc voilà pourquoi vous avez constaté cela. Pour le reste, Kamou Malo renouvelle sa confiance à Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba, Steve Yago, Yakuba Koulibaly et Issa Kaboré en défense. Au milieu, les cadres Charles Kaboré, Alain Traoré, Razaka Traoré, Adama Gira et Brian Dabo sont présents. En attaque, c'est du classique avec peut-être de gondole Bertrand Traoré, Cyril Bayala, Eric Traoré et Franck Lassina Traoré. Pour le sociétaire de l'Ajax Amsterdam en difficulté actuellement, le sélectionneur justifie sa convocation. Est-ce que le fait que Franck Lassina, par exemple, après son retour, ne soit pas titulaire dans son club, ne joue pas régulièrement dans son club, et que nous convoquons, parce que nous sommes sûrs, moi je suis assis, je suis convaincu que ce garçon peut nous apporter quelque chose. Alors, est-ce que nous allons aider les autres à enterrer nos joueurs? Je ne pense pas. Alors, pour moi, faire venir Franck Lassina, c'est un devoir. Plus qu'un devoir, parce que nous avons le devoir d'accompagner nos internationaux, justement, et à prendre de l'étoffe. Dans ce groupe, les Talons pourraient se qualifier s'ils arrachent au minimum un point en Ouganda ou si au même moment le Malawi tenait en échec le Soudan du Sud. Une qualification pas si loin que ça, d'autant plus qu'ils auront une dernière opportunité le 29 mars à Ouagadougou face au Soudan du Sud. Et en attendant que le joueur de Salitas convoqué pour le regroupement de l'équipe nationale n'aille sur place, eh bien, il devait jouer un match très important aujourd'hui, match comptant pour la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération, joué ce soir au stade du 4 août. Eh bien, Salitas a battu l'Étoile du Sahel de Sousse 1-0, but inscrit dans le dernier quart d'heure, notamment à la 78e minute par Olivier Boissy, but que vous venez de voir. Et je vous propose maintenant d'écouter l'entraîneur de Salitas. C'est là déjà un match, donc on tenait quand même à gagner ce match-là. Et Dieu merci, nous l'avons gagné. Et surtout avec la manière, moi je suis satisfait du comportement des éléments. Ils sont battus et nous avons eu la victoire. C'est ça qui est important pour moi. Et ça va nous galvaniser encore à continuer dans le travail. Généralement, les Arabes, en deuxième mi-temps, quand ils sont à l'extérieur, ils ne jouent pas au ballon. Ils ne jouent pas au ballon, donc il fallait les forcer la main pour pouvoir marquer. Parce que nous, on a besoin d'une victoire. Forcément, il fallait utiliser tous les gros moyens pour avoir cette victoire. Et Dieu merci, nous avons 3 points et c'est beaucoup important pour nous. Toutes les équipes, en tout cas, qui jouent à domicile, en tout cas, ils ont 90% quand même de gagner le match. Donc nous aussi, on n'a pas failli à la règle. Il fallait s'attendre à ça aussi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et merci pour votre fidélité. Renouvelez rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.